Alors la dernière fois, j'ai commencé à vous parler de la théorie de la réponse linéaire. Et en fait, la théorie de la réponse linéaire, elle relie la réponse d'un système à une petite force aux fluctuations d'une quantité en dehors de toute force. Donc, on avait vu que la variance, par exemple, d'une fluctuation est égale à, en général, il y a la constante de Boltzmann ici, fois un coefficient de réponse. Alors, on a vu des exemples très simples, comme l'énergie, les fluctuations de l'énergie totale d'un système sont données par K T2, D de l'énergie sur la température. Donc, à droite, c'est comment l'énergie change quand on change la température, c'est une chaleur spécifique. À gauche, c'est les fluctuations de l'énergie à l'équilibre à une température donnée. Bon, de la même façon, le nombre de particules dans un système fluctue. Donc, c'est des relations qu'on trouve dans tous les livres, dn sur des mu. Mu est le potentiel chimique. Bon, plus généralement, si on a une force, une énergie, une force quelconque, donc je vais considérer une énergie d'une configuration qui est l'énergie en l'absence de la force, moins x fois b de c. Donc x, c'est une force que j'applique, et b, c'est la quantité qui est conjuguée à cette force. Et si on mesure une observable en présence de x, eh bien, on trouve que ça vaut l'observable quand x vaut 0 plus bêta x fois la corrélation de A avec B, la quantité qui est conjuguée à la force, moins A, B, quand la force vaut 0. Donc ça, alors pour le démontrer, c'est toujours la même chose. Je l'écris en une ligne, c'est qu'on écrit que la valeur d'une observable en présence de cette force, on écrit que c'est le poids de Boltzmann, c'est-à-dire somme sur toutes les configurations à l'observable dans la configuration en question, et puissance moins bêta EX de C divisé par la normalisation. Et on développe au premier ordre en X, qui donne deux termes. Quand on développe le numérateur, on obtient la corrélation de AB. Quand on développe le dénominateur, on obtient le produit des deux valeurs moyennes. Alors, ce dont je vais parler maintenant, c'est ce qui s'appelle le théorème de fluctuation-dissipation, ou les relations de Kubo, qui sont des corrélations à temps inégaux. Donc, si ma numérotation est correcte, c'est des corrélations à temps inégaux. Donc, imaginons que je fais subir, je prends un exemple, là, je change une force sur mon système. Par exemple, si j'imagine un système magnétique, on peut très bien faire la chose suivante, avoir un champ magnétique au cours du temps, et puis ce champ magnétique, à un certain instant, il passe d'une valeur H à une valeur 0. Donc je coupe le champ magnétique, ou bien, par exemple, j'appuie à partir de l'instant 0 sur un système, j'augmente la pression. Et maintenant, si je fais ça, que le champ est petit, l'aimantation du système va relaxer. Le système va avoir une certaine mémoire du fait que le champ magnétique était non nul à un certain moment. Donc, ce qu'on va voir, c'est qu'on va pouvoir relier les corrélations temporelles à l'équilibre, à la réponse. La façon dont l'aimantation évolue, c'est la réponse du système
à cette force que j'ai changée. Et donc, on va voir qu'il y a une relation qui s'appelle la relation de Kubo. Donc, pour fixer les notations, on va considérer qu'on a une énergie d'une configuration à l'instant t qui vaut une certaine énergie E0 de C moins une force Ft fois B de C. B de C, c'est toujours ce qui est conjugué à la force F de T. Et on est dans une théorie de réponse linéaire, ce qui veut dire que cette force est petite. Donc tout ce qu'on fait, c'est un développement au premier ordre par rapport à cette force. Alors, il va y avoir, comme dans le cas précédent, deux ingrédients. Il va y avoir les corrélations temporelles, ou une variance de fluctuation, et puis le coefficient de réponse. Donc il faut définir l'un et l'autre et voir comment ces choses sont reliées entre elles. Alors, commençons par les corrélations. Corrélation. Donc, on prend une corrélation et on met la force égale à 0. Donc, c'est les corrélations en l'absence de force. Alors, on va les exprimer de la manière suivante. Eh bien, si le système est dans une certaine configuration à l'instant t', il sera dans une autre configuration à l'instant t. Il va avoir une certaine probabilité t moins t' d'être dans la configuration C, étant donné qu'il était en C' à l'instant t'. Donc ça, c'est la configuration du système à l'instant t', et ça, c'est celle où il est à l'instant t. Cette probabilité pourrait être en delta si on prend une dynamique déterministe. Si on prend une dynamique stochastique, eh bien, ça va être une matrice qui va me dire la probabilité de passer d'une configuration dans l'autre. Alors, en général, puisque la force ne dépend pas du temps, cette probabilité ne dépend pas des temps t' et t séparément, elle dépend que de la différence des temps, puisque l'évolution ne dépend pas du temps. L'hamiltonien, par exemple, ne dépend pas du temps. Alors, qu'est-ce qu'on appelle la corrélation ? Eh bien, la corrélation, A à l'instant t, B à l'instant t', ça va être simplement somme sur C, somme sur C'. Je veux avoir la corrélation. Il y avait la probabilité d'être dans C', le système est à l'équilibre, il avait une probabilité d'être dans C'. Je mesure B dans la configuration C'. Je vais prendre un peu plus de place. Donc, il y a la probabilité d'être dans la configuration C'. Je mesure B dans C'. Je vais de C vers C'. Et je mesure A dans C. Et le P de équilibre, P à l'équilibre, c'est le poids de Boltzmann. Ce qu'on appelle la corrélation qui va intervenir dans cette fonction de réponse, c'est une fonction connexe, c'est-à-dire que ce qui va jouer un rôle, c'est CAB de T de T', qui est AT BT' moyenné moins AT0 BT'0, mais en fait, ici, ce n'est pas utile de mettre la dépendance temporelle, puisque le système est à l'équilibre. Donc, il suffit de mettre AB, puisque le système est à l'équilibre. Donc, ça, c'est le premier ingrédient de la formule qu'on va obtenir, qui est la fonction de corrélation entre deux observables. Alors maintenant, le deuxième ingrédient, c'est la fonction de réponse. J'ai une énergie que j'ai dû effacer déjà. Je vais réécrire. Oh non, elle est là. Donc, petit b, c'est le coefficient de réponse. Encore une fois, j'ai une force
une petite force qui dépend du temps. Ça pourrait être, par exemple, on pourrait avoir une particule avec un mouvement brownien et puis on mettrait simplement une petite force qui dépend du temps. Donc on aurait une énergie qui aurait cette forme, E à l'instant t qui serait l'énergie cinétique moins FTQ, Q étant la position, donc on a ce genre de choses. Et maintenant, on va se poser la question qu'en présence de la force Ft, eh bien, il va y avoir l'observable à l'instant t va être la valeur d'équilibre plus une mémoire de toutes les forces qu'on a eues auparavant. Donc il va y avoir un coefficient de réponse qu'on appelle chi AB, qui va dépendre de t moins t', f t' dt'. Donc ce que j'écris là, c'est simplement si f valait 0, le système serait à l'équilibre. S'il y a une petite force, de manière linéaire, tout va être linéaire dans cette force, et donc il va y avoir un coefficient de réponse qui s'écrit de cette manière. Alors, le théorème de fluctuation-dissipation, relation de Kubo, c'est une relation entre ce coefficient de réponse et cette corrélation, et je vais l'écrire. C'est que CAB, donc entre le temps t et le temps t', donc il y a juste la différence de temps. Donc ça, c'est ici, je vais dire que ça, c'est pareil que CAB de t moins t', puisqu'on est à l'équilibre. C'est égal à kT fois l'intégrale de t à l'infini du coefficient de réponse. AB de taux des taux. Donc il y a cette relation qui ressemble beaucoup à ce qu'on a vu quand c'était des corrélations à temps égal. Le coefficient de réponse qui dépend du temps, donc il me dit avec quel retard on ressent la force, eh bien, est relié à la fonction de corrélation de cette manière. Alors, et la chose qui est très importante, c'est que cette relation, on va le voir, pour l'obtenir, il faut supposer que le système est à l'équilibre. Donc s'il est hors d'équilibre, on verra quelques exemples, et à ce moment-là, la relation n'est pas valable. Alors, comment on le voit? Eh bien, je vous montre une dérivation qui est dans beaucoup de livres, et qui est assez simple, et que je vais réutiliser dans d'autres contextes un peu plus tard tout à l'heure. Donc la dérivation, elle consiste à imaginer que la force Ft, prendre un cas particulier de cette formule, et de considérer que la force F à l'instant t, elle est constante, et puis à l'instant 0, on la fait passer à 0. Donc essentiellement, elle est constante depuis moins l'infini jusqu'à l'instant 0, et donc ici, le système va être en équilibre avec une énergie qui va être E égale E0 moins F B de C. Puisque depuis le temps moins l'infini jusqu'à l'instant 0, la force est restée constante, le système a eu largement le temps de se mettre à l'équilibre. Alors, si on considère ce cas particulier, quelle est la réponse qui correspond à cette force? Eh bien, je regarde la formule qui est ici et je vois que eh bien, je vais pouvoir sortir la force à gauche. Et donc, je vais avoir que la valeur moyenne de AT en présence de cette force ici particulière que je prends, qui est constante jusqu'à l'instant 0, ça va être A0 plus F intégrale de t à l'infini de la réponse
dt'. Donc ça, c'est juste de prendre le coefficient de réponse qui est là et de l'appliquer à ce cas particulier. L'autre façon de penser à cet observable à l'instant t, eh bien, c'est de se dire que à l'instant t, en présence de cette force F, cette force Ft, eh bien, c'est à l'instant initial, mon système était à l'équilibre, mais il était à l'équilibre à l'instant 0 avec cette force particulière. Donc son équilibre, c'était E puissance moins bêta E0 de C plus bêta F B de C, divisé par une fonction de partition, la normalisation, C', E puissance moins bêta E0 de C' plus bêta F B de C'. Donc ça, c'est puisque le système était à l'équilibre à l'instant initial. Maintenant, à partir de l'instant 0, il évolue avec l'énergie E0 toute seule. Donc il va avoir P T moins T' de C, étant donné qu'il était en C', et puis à l'instant final, je mesure B de C. Et donc, si vous prenez cette expression, vous développez au premier ordre en F, il va y avoir deux termes, le B en haut, le B en bas, bon, enfin le terme avec le B en haut et le B en bas, vous faites ce petit calcul et vous trouvez la relation que j'ai écrite tout à l'heure, qui est que la corrélation est égale à cette intégrale de la fonction de réponse. Donc la corrélation, c'est juste CAB de t, c'est juste A à l'instant t, B à l'instant 0, à l'équilibre, moins A, B, tout ça avec l'énergie E0. Donc ça, c'est une façon de démontrer cette relation de fluctuation-dissipation qu'on appelle formule de Kubo. Alors, je vais utiliser cette formule dans un certain nombre de contextes. Par exemple, pour montrer la relation entre les fluctuations de courant dans des régimes stationnaires, et aussi, un peu plus tard, on va l'utiliser pour montrer les relations de Nonsager. Alors, ça va toujours être la même idée. On va toujours prendre un système sur lequel on applique une force jusqu'à un certain moment, et à l'instant 0, on change cette force. Donc, alors, la fluctuation de courant dans un régime stationnaire. Donc l'idée, c'est d'avoir un système qu'on maintient hors d'équilibre en le mettant en contact avec, par exemple, deux réservoirs de particules. Je mets mu left et mu right, deux réservoirs de particules à des potentiels chimiques différents, ou bien on pourrait avoir deux thermostats à des températures différentes. Et l'autre jour, je vous avais dit, si je mets une petite différence de potentiel chimique ou une petite différence de température, je vais avoir un certain courant qui va être proportionnel à cette différence. Donc je l'écris D fois mu left moins mu R. Et puis, ça, c'est si mu left moins mu right est petit devant 1. Enfin, je l'avais fait avec je l'avais écrit avec des différences de température, mais on peut le faire avec des différences de potentiel chimique de la même façon. Et maintenant, si on est à l'équilibre, Q, c'est le nombre de particules qui sont passées à travers le système, par exemple, qui sont sorties du réservoir de gauche.
si on est à l'équilibre, la valeur moyenne vaut 0, mais il va y avoir des fluctuations, et ces fluctuations, elles vont être données par 2d fois kt. Et la chose remarquable, c'est que c'est le même d qui apparaît dans l'un et l'autre. Le système, peu importe ce qu'il est, peut être très compliqué, ce d peut être très difficile à calculer ou à mesurer, mais si le système est à l'équilibre, ça doit être le même d qu'on doit observer dans l'un et dans l'autre. Alors comment on peut voir ça? Eh bien, comment on peut le dériver? On va avoir exactement la même idée que précédemment. J'ai mon système. Et puis, disons, je vais le couper en deux. Éventuellement, par exemple, je vais couper toute la partie gauche, et puis je vais m'intéresser au nombre de particules qui sont dans la partie droite. Donc, j'ai mon grand système, imaginons, qui est formé du système lui-même et des réservoirs, et je vais m'intéresser au nombre de particules qui sont à droite, qui sont dans le réservoir de droite, par exemple. Et je vais considérer que l'énergie de mon système, à l'instant t, c'est l'énergie de référence moins un V, un potentiel Vt, essentiellement un potentiel chimique, fois le nombre de particules dans le réservoir de droite. Donc ça va être ma petite force. Donc je change l'énergie au cours du temps en fonction du nombre de particules. Et maintenant, je vais refaire quelque chose d'assez semblable à ce que j'ai fait tout à l'heure. C'est-à-dire que je vais supposer que Vt, c'est légèrement différent, mais pas fondamentalement différent. J'ai un potentiel qui vaut 0 jusqu'à l'instant 0, et à l'instant 0, il vaut V. Donc, j'ai mis le V à un signe ici, donc, ce qui veut dire qu'à l'instant 0, eh bien, je baisse l'énergie en fonction du nombre de particules qui sont là. Donc, en fait, je vais favoriser le nombre de particules à droite va avoir tendance à grandir. Donc, en appliquant un potentiel comme ça, je vais faire couler des particules vers ce réservoir. Alors donc, le potentiel, il vaut 0 pour T négatif et il vaut V pour T positif. Alors, le nombre de particules à droite, en présence de ce potentiel, et à un instant t en présence de ce potentiel, il va valoir le nombre de particules si j'avais rien mis, donc c'est le nombre de particules à droite si on était à l'équilibre, plus un coefficient de réponse. Bon, c'est un coefficient de réponse maintenant qui va de 0 à l'instant t, puisque contrairement à tout à l'heure, maintenant le potentiel, je l'ai branché à partir de l'instant 0. Bon, et maintenant, si j'utilise le théorème de fluctuation-dissipation dont on vient de parler, ce coefficient de réponse, il va être relié aux fluctuations du nombre de particules à droite. Donc, ceci, c'est égal à NR 0 plus, donc c'est toujours le même calcul, on met les poids de Boltzmann comme je faisais tout à l'heure, on développe au premier ordre, ça va être bêta, le nombre de particules à droite à l'instant t, moins fois le nombre de particules à droite à l'instant 0, moins le nombre de particules à droite s'il n'y a pas de potentiel. Donc ça, c'est bien sûr toutes les corrélations s'il n'y a pas de potentiel. Et puis, il y a une intégrale. Non, pardon, attendez. Je suis en train de... J'ai été un pas trop vite. Donc, voilà l'expression. Et maintenant, si j'utilise le théorème de fluctuation, j'ai l'expression suivante, intégrale de t à l'infini. Donc, je prends juste l'expression qu'on a vue tout à l'heure. C'est égal à bêta fois nr de t, nr de 0,
moins NR, NR au carré. Donc, ça, c'est la formule qu'on a vue tout à l'heure. Ça va de T à plus l'infini. Bon, si on l'écrit de 0 à plus l'infini, bon, ben ici, j'ai bêta NR carré à l'équilibre moins NR carré, donc c'est juste la fluctuation. Et maintenant, ce dont j'ai besoin, c'est de faire la différence entre les deux, hein, pour avoir l'intégrale qui va de 0 à t. Et si je fais ça, eh bien, j'arrive à l'expression suivante. C'est que ceci vaut bêta v, n à l'instant 0 au carré, moins n de 0, n de t, valeur moyenne. Bon. Et maintenant, ceci, ça n'est rien d'autre que 1 demi de n de t moins n de 0 au carré moyen. Quand je passe d'ici, si vous développez, eh bien vous trouvez qu'il va y avoir n carré de t, mais n carré de t, c'est pareil que n de 0 au carré, puisque le système est à l'équilibre. Hein. Et donc, ce que l'on obtient ici, c'est une relation entre le nombre de particules à l'instant t en présence du potentiel, que j'ai oublié ici, bêta v, et cette différence. Donc, si j'interprète cette différence, vous voyez que si j'appelle Q le nombre de particules qui sont passées au cours du temps, eh bien, j'ai Q, qui est cette différence ici, qui est égale à V, bêta V, il y a 1 demi de Q carré. Ici, c'est Q carré. Donc, vous voyez qu'on a relié la variance du courant intégré, du nombre de particules qui ont traversé le système, à la réponse si j'avais mis un petit potentiel. Hein, et donc, après, pour arriver à quelque chose de ce genre, eh bien, on peut se dire que si le temps devient très très long, on va atteindre un régime stationnaire, que le courant va devenir proportionnel au temps, et donc, à cause de cette relation, les fluctuations aussi vont être proportionnelles au temps. Mais la relation qui est là-bas, elle est exactement ce qui est écrit ici. Alors, il y a exactement la même relation si on travaille avec l'énergie. Donc, je l'écris rapidement. Donc, on refait exactement le même raisonnement. Si on a un système qui est en contact avec deux thermostats à des températures légèrement différentes, donc T left et T right, eh bien on arrive à ce que Q, avec une certaine différence de température, va être bêta right moins bêta left sur 2 fois Q2, quand bêta left égale bêta right. Et ça, bien sûr, si la différence est petite. On est uniquement dans un régime linéaire, de réponse linéaire. Donc c'est une formule dont j'avais parlé la dernière fois. Alors, juste pour l'illustrer, je prends un exemple dont j'avais aussi parlé plus tôt dans ce cours, qui est le suivant. Alors, donc on imaginait un graphe plus ou moins compliqué, et puis des particules qui pouvaient rentrer avec
un taux et puissance moins bêta 1 qui pouvait sortir avec un taux 1. Donc il y avait un couplage avec un certain réservoir à un certain endroit, ça peut être un site ou plusieurs sites, et puis à droite, pareil, il y avait un site où des particules étaient injectées avec un taux et puissance moins bêta 2, et où elles pouvaient sortir avec un taux 1. Et donc une particule qui rentre ici peut ressortir par le même réservoir, auquel cas elle ne va pas contribuer du tout au courant, ou elle peut ressortir de l'autre côté avec une certaine probabilité. Donc cette particule, une fois qu'elle est rentrée, elle se déplace, ces particules n'interagissent pas entre elles, elles se déplacent, et donc chaque particule a une probabilité P de ressortir de l'autre côté. C'est-à-dire quand elle est rentrée par un réservoir, elle ressort de l'autre réservoir. Donc maintenant, si je m'intéresse au nombre de particules qui vont être transférées en allant de la gauche vers la droite, Q, ça va être une somme de tout ce qui s'est passé pendant chaque petit intervalle de temps. Donc j'imagine que j'ai un temps t, et je le découpe en tout petit intervalle de temps dt. Je vais avoir Q qui est I égale 1 à t sur dt. Donc je prends des toutes petites tranches de YI, et YI, ça va être des nombres qui vont me dire est-ce que pendant ce tout petit intervalle de temps, une particule est entrée, est-ce qu'elle est sortie, ou est-ce que rien ne s'est passé. Donc YI va valoir 0 s'il ne s'est rien passé, avec une probabilité 1 moins e puissance moins bêta 1 p dt plus e puissance moins bêta 2 p dt. Alors, les seuls événements qui m'intéressent, c'est une particule qui va rentrer et qui va finir par sortir de l'autre côté. Donc ça, c'est la probabilité que rien ne se soit passé. Et puis, la probabilité qu'une particule soit rentrée de gauche et sera ressortie un instant plus tard à droite, ça va être e puissance moins bêta 1 p dt. Donc ça, c'est y vaut 0, 1 avec ces probabilités qui sont là. Et puis, vaut moins 1 avec e puissance moins bêta 2 p dt. Bon, maintenant, si je veux calculer Q moyen, bien, ça va être la somme des moyennes. Je moyenne tout ça. Donc quand ça vaut 0, ça ne contribue pas. Et ça va donner t et puissance t fois p et puissance moins bêta 1 moins et puissance moins bêta 2 fois t. Et maintenant, si je m'intéresse à la variance, bon, la variance, ça va être essentiellement I égale 1 à t sur dt de yi carré moins yi moyen au carré. Ceci, c'est d'ordre dt carré, ça ne joue pas de rôle. Donc si vous faites le calcul, vous allez trouver que ça vaut t, p et puissance moins bêta 1 plus et puissance moins bêta 2. Donc bien sûr, c'est un exemple très simple. On a pu calculer Q2, Q, et si vous faites le rapport, vous allez trouver que la variance, vous allez trouver que Q moyen est égal à e puissance moins bêta 1 moins e puissance moins bêta 2 sur e puissance moins bêta 1 plus e puissance moins bêta 2 fois Q, et que quand bêta 1 et bêta 2 sont petits, on tombe sur les formules que j'ai écrites là-bas. Bon. Alors la chose qui est remarquable, comme je le disais tout à l'heure, c'est qu'il y a ce genre d'expression, mais le courant lui-même ou la variance du courant peuvent être très, très difficiles. On peut ne pas savoir les calculer. Dans l'exemple précis, on a des expressions pour tout ça, mais il peut se faire qu'on ne sache calculer aucune de ces quantités. La seule chose, c'est qu'elles sont reliées. Bon, alors... Alors, je vais faire des remarques sur les coefficients de transport. Alors, ce qui intéresse
souvent les gens, c'est les coefficients de transport. Et c'est d'imaginer que vous avez un système qui est suffisamment grand, qui a une certaine longueur L, grand système par rapport aux échelles microscopiques. Et si on regarde ce genre de formule, on voit que le courant d'énergie pendant un temps t, Q divisé par t, il va être proportionnel à un d fois bêta 1, bêta 2 moins bêta 1, ou bien un d tilde de T1 moins T2, mais tous ces coefficients de transport dépendent du système, en particulier de sa longueur. Et donc, ce qu'on appelle la loi de Fourier, qui date des années 1822, donc près de 200 ans, c'est de dire que ce dl ou ce dl sont de la forme un d chapeau indépendant de L divisé par L. Donc, ce qui veut dire que le courant est égal à d chapeau sur L fois T1 moins T2. Alors, bon, pour l'obtenir, c'est tout sauf facile. C'est une loi qu'on peut considérer comme empirique, macroscopique, mais si vous partez d'une description à partir d'atomes, montrer la loi de Fourier, c'est un sujet qui intéresse les gens actuellement. C'est-à-dire il y a de nombreux articles qui sont écrits là-dessus. Tel que c'est écrit ici, vous voyez que écrire la loi de Fourier, c'est dire que le courant est proportionnel à la différence de température divisée par L. Donc très souvent, on l'écrit sous la forme d'un vecteur. JE est égal à moins D, chapeau, gradient de la température. Encore une fois, alors que le théorème de fluctuation-dissipation dont j'ai parlé, lui, il ne suppose aucune connaissance précise du système dont on parle, qu'un système vérifie la loi de Fourier, ça demande une compréhension de ce qui se passe à l'échelle microscopique. Alors, il y a une loi qui joue son pendant dans le cas des particules, qui s'appelle la loi de Fick, qui date des années aussi, du milieu des années 1800, et qui dit que le courant de particules, le courant de densité, va être D sur L, donc c'est encore une fois cette dépendance dans la taille du système, fois ρ1 moins ρ2, et donc le courant va s'écrire, si on l'écrit de manière vectorielle, comme le gradient de la densité. Alors, il y a ces lois, ces coefficients de transport qui sont là, et il y a une peut-être à laquelle les gens sont encore plus familiers, qui est la loi d'Ohm, qui dit simplement que la résistance électrique est proportionnelle à la longueur. Si j'écris le courant en fonction d'une différence de densité, de potentiel, de ce qu'on veut ici, eh bien, le coefficient ici, ça va être l'inverse de la résistance électrique, et donc la loi d'Ohm nous dit que c'est inversement que la résistance est proportionnelle à la longueur. Bon, mais encore une fois, ces choses demandent une compréhension microscopique. Si on veut les dériver de manière microscopique, ça n'est pas une chose facile. Alors, les modèles les plus simples auxquels on peut penser, eh bien, ça serait d'imaginer que le transport se fait à l'intérieur d'un gaz parfait. Si on prend un gaz parfait, eh bien, la loi de Fourier ou la loi de Fick ne sont pas satisfaites. Essentiellement, si vous prenez un gaz parfait, eh bien, le D ici ne dépend pas de la taille. Les particules qui ont, par exemple, été en contact avec ce thermostat à gauche vont traverser le système de manière balistique, et donc le courant ne va pas du tout dépendre de la taille. Donc, un gaz parfait, un solide harmonique, un solide qui est formé simplement de ressorts avec une énergie complètement élastique qui est quadratique dans les déplacements,
eh bien, il va y avoir, de la même façon que dans le gaz parfait, des phonons qui vont traverser le système de manière balistique, et donc la loi de Fourier n'est pas satisfaite. Et ce qui intéresse pas mal les gens ces derniers temps, c'est des solides anharmoniques, donc des solides anharmoniques, ce qui veut dire que l'énergie d'interaction entre des atomes ou des ions du solide ne va pas être quadratique, mais va être une fonction avec un terme quadratique et puis des termes quartiques, etc. Eh bien, pour les solides anharmoniques, ce que les gens trouvent numériquement et théoriquement aussi actuellement, mais c'est des travaux assez récents, c'est de trouver une loi de Fourier anormale et donc cette loi de Fourier anormale, elle correspond, au lieu d'avoir un courant qui est proportionnel, inversement proportionnel à la longueur du système, c'est inversement proportionnel à la longueur avec une certaine puissance alpha, où le alpha vaut un tiers ou des valeurs qui sont entre 0 et 1. Et donc ça, c'est le sujet de beaucoup de travaux actuels. Bon. Alors, je vais essayer d'utiliser encore une fois cette idée de théorème de fluctuation-dissipation pour montrer qu'on peut en déduire de la même façon les relations d'Onsager. Qui date des années 30. Et pour lequel Onsager a eu le prix Nobel de chimie en 1968. Alors, en fait, dans le cas des relations de réciprocité d'Onsager, on s'intéresse à deux courants à la fois. Par exemple, on peut imaginer qu'à gauche, on a un thermostat avec 6 changements de température par rapport au thermostat de droite, donc un petit gradient de température, et puis on peut avoir un petit gradient de potentiel chimique ou de densité. Bon, je vais mettre potentiel chimique. Alors, ce qui va se passer, c'est que si on fait une théorie linéaire, eh bien, il va y avoir un courant de chaleur, un courant de particules, et en général, ça va être une matrice. Le courant de particules, il va y avoir des coefficients qui sont habituellement dénotés de cette manière, moins gradient de mu sur t. Donc le gradient, c'est juste la différence divisée par la longueur, plus lne gradient de 1 sur t. Et puis, ça, c'est le courant de particules. Le courant d'énergie, c'est LEN, gradient de moins mu sur t, plus LEE, gradient de 1 sur t. Donc, ce que me dit ces expressions, ça me dit que si je maintiens une petite différence de température entre les deux réservoirs, même si les deux réservoirs sont au même potentiel chimique, eh bien, il va y avoir un petit courant de particules, et avec un coefficient linéaire qui est comme ça. Alors, est-ce que c'est surprenant ? Eh bien, pas tellement. Depuis le milieu du XIXe siècle, on connaît l'effet Thomson. Donc, ça date de 1851, qui se comprend assez bien. Supposons que j'ai un système et je maintiens les deux bords à des températures différentes. Je chauffe à gauche et à droite, c'est plus froid. Bon, ce qui va se passer, c'est que la pression de particules va augmenter à gauche, et donc
puisque cette pression va augmenter, ben, les particules vont avoir tendance à se déplacer vers la droite. Donc une petite différence de température va avoir pour effet de déplacer des particules vers la droite. Ça ne va pas uniquement déplacer de l'énergie, ça va déplacer des particules. Alors, un exemple qui est même un peu plus ancien, mais qui repose sur la même idée, c'est ce qu'on appelle l'effet Seebeck, qui considère deux fils électriques de deux métaux différents, et on maintient une soudure à une température T plus delta T, l'autre soudure à la température T. Comme je le disais, le fait de maintenir une différence de température va pousser les particules plutôt vers la droite, il va y avoir une pression, mais comme c'est deux métaux différents, eh bien, la pression ne va pas être exactement la même, et ce qui va se passer, c'est qu'en général, il y a un des deux métaux qui va gagner sur l'autre, et donc le simple fait de prendre un système avec deux soudures à des températures différentes va engendrer un petit courant. Donc c'est l'effet que la température crée des courants. Alors, on va voir que ces relations d'Onsager, on peut les comprendre, encore une fois, à partir de la théorie de la réponse linéaire. Donc, les relations d'Onsager, qui lui ont valu le prix Nobel, comme je disais, c'est simplement qu'il y a une symétrie entre ces coefficients de réponse. C'est-à-dire la façon dont le courant de particules répond à une petite différence de température est reliée à la façon dont le courant d'énergie répond à une petite différence de potentiel chimique. Alors vous pouvez vous demander pourquoi j'ai pas mis la température et j'ai mis l'inverse de la température, ou mu sur T. C'est simplement parce que N, le nombre de particules, est conjugué au potentiel chimique, où l'énergie est conjuguée à l'inverse de la température. Donc on n'est pas n'importe quoi. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de vous le démontrer. Vous allez voir que ça va être très, très facile. C'est dans le cas, j'ai préféré prendre des notations où on prend deux espèces chimiques. Ici, j'ai parlé de nombre de particules et énergie, mais on pourrait avoir, par exemple, deux types d'espèces chimiques. Donc, imaginons que j'ai mon système qui est initialement à l'équilibre, et je refais un peu le même raisonnement que j'ai fait tout à l'heure. Je vais imaginer qu'il y a une espèce numéro 1, une espèce chimique numéro 1, avec N1 de T, c'est le nombre de particules de l'espèce 1 autant T dans le réservoir de droite. Et puis N2, c'est pareil, il y a une deuxième espèce de particules. Donc, alors je vais jouer sur les potentiels chimiques des deux espèces pour arriver à ces relations. Donc, la seule chose que je vais faire, c'est comme tout à l'heure, je vais supposer qu'il y a un potentiel V1 qui influe sur les particules de type 1. Donc, il va y avoir N1 de T, N2 de T. Et ce potentiel V1 de T, je fais comme tout à l'heure, il va aller 0. Et à l'instant 0, il vaut une certaine valeur V1. Donc, essentiellement, au départ, tout est à l'équilibre, et puis tout d'un coup, eh bien, je rends plus favorable d'être à droite. Mon énergie à l'instant T d'une configuration
est égal à l'énergie E0 moins V1 de T fois N1 dans la configuration C. Hein, donc, essentiellement, à l'instant 0, je branche un potentiel. En fait, je mets une petite différence de potentiel entre la gauche et la droite. Et donc, bien sûr, il va y avoir des particules qui vont partir vers la droite. Alors, si je reprends la théorie de la réponse linéaire, comme on l'a vu tout à l'heure, eh bien, on a des formules, toujours les mêmes. Que si je m'intéresse au nombre de particules dans le réservoir de la deuxième espèce, dans le réservoir de droite, eh bien, en présence de V1, moins le nombre de particules à l'instant 0 en présence de V1. Comme tout à l'heure, ça va être lié aux corrélations. Donc je ne refais pas encore une fois ce calcul. C'est V1 fois, c'est linéaire dans cette petite différence de potentiel, fois N1 de 0 fois N2 de 0 moins, donc ça c'est à l'équilibre, si les V1 vaut 0, moins N1 de 0, pardon, N2 de T, N1 de 0. Donc c'est exactement la réponse du nombre de particules de l'espèce 2 au potentiel V1 qui agit sur les particules de type 1, eh bien, c'est relié à cette corrélation à deux temps. Et puis, on peut écrire l'équation semblable. Si j'avais, au lieu de changer un potentiel pour les particules de type 1, j'avais changé un potentiel pour les particules de type 2. Donc, ça serait exactement la même formule. Ici, j'échange juste le rôle de 1 et de 2. Moins N1 de 0, N1 de T, moins N1 de 0 avec V2 égale bêta V2 fois N2, bon, N1 de 0, N2 de 0, ça ne change rien. Et puis la petite différence, c'est juste ici, c'est N1 de T, N2 de 0. Donc voilà deux expressions. Et en fait, les coefficients de réponse, c'est ce qui est à droite. Donc les coefficients de réponse sont identiques pour une raison très simple, c'est que le système est à l'équilibre. S'il est à l'équilibre, alors N1 de T, N2 de 0 est égal à N2 de T, N1 de 0. Et ça m'indique simplement que si je regarde l'évolution de mon système au cours du temps, je filme cette évolution. Si je passe le film en sens inverse, eh bien, toutes les propriétés sont identiques. Donc, ici, vous voyez que j'ai mesuré d'abord N2 et ensuite N1. Là, j'ai mesuré d'abord N1, ensuite N2. Mais quand je passe le film en sens inverse, eh bien, les deux quantités sont égales. Donc, c'est au cœur de ces relations de réciprocité d'Onsager, c'est cette symétrie par rapport au temps. Les coefficients peuvent être modifiés de manière un peu plus compliquée quand il y a des quantités qui sont impaires par rapport au temps, mais je ne vais pas en discuter ici, mais c'est exactement le même genre d'idée. Alors, donc, il y a ce théorème de fluctuation, dissipation, et il y a eu beaucoup de travaux, il y a une vingtaine d'années, dont parfois même dans le titre, était écrit « Violation du théorème de fluctuation-dissipation ». Alors,
Alors, je mentionne ça très, très rapidement. D'abord, pour les mathématiciens, ils n'aiment pas beaucoup qu'on parle de violation de théorème, puisque les théorèmes, en général, sont vrais. Mais en fait, le plus souvent, c'est que les gens ont essayé de tester ces relations de Kubo, de ce théorème de fluctuation-dissipation, mais le plus souvent, ils se plaçaient dans des situations hors d'équilibre. Donc les situations dans lesquelles les gens ont regardé, ont observé ces violations du théorème de fluctuation-dissipation, c'est des expériences sur des verres ou dans des expériences de magnétisme où on procède de la manière suivante. On a un système qui est à l'équilibre, et puis à un certain moment, on change sa température. Donc on refroidit ces systèmes. Et bon, vous savez bien que si vous prenez un liquide, par exemple, et que vous le refroidissez, vous allez obtenir, si vous le refroidissez rapidement, eh bien, vous allez obtenir un verre. Et donc le système un verre n'est pas un fluide à l'équilibre, il se met à évoluer, mais sur des échelles de temps très grandes. Donc si vous refroidissez, vous obtenez quelque chose qui n'est pas à l'équilibre et qui va mettre très très longtemps avant d'aller à l'équilibre. Donc vous changez la température, et puis maintenant, vous refaites un peu vous suivez un peu des procédures comme celles dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est que, par exemple, vous prenez un système magnétique et vous changez le champ magnétique sur ce système au cours du temps. Donc, le champ magnétique, à un certain instant, T', vous changez votre champ magnétique. Donc le système a d'abord été refroidi, et puis vous vous intéressez à la réponse du système à un changement de champ magnétique. Bien, la façon dont le système va répondre va avoir une certaine mémoire du fait qu'il a été refroidi à un certain instant. Donc les fonctions de corrélation que vous allez observer, C de T et de T', ne sont plus des fonctions uniquement de T moins T'. Elles vont se souvenir du fait qu'on a refroidi un certain instant et le système est en train d'évoluer lentement et ça aboutit à ce qu'on appelle un processus de vieillissement. Alors il y a eu beaucoup de travaux là-dessus dans le contexte des verres de spin dont je ne vais pas parler du tout ici parce que ça sort un peu du cadre de ces systèmes hors d'équilibre dont je veux parler dans ce cours. Mais simplement pour en dire un mot, c'est que les relations de fluctuation-dissipation dont on a parlé tout à l'heure, qui relient le coefficient de réponse à la fonction de corrélation, donc il y avait une intégrale du coefficient de réponse et la fonction de corrélation ici, ou bien si on prend la dérivée par rapport au temps, les fonctions de... le théorème de fluctuation-dissipation qui avait cette forme à l'équilibre, et bien maintenant il va dans un certain nombre de systèmes de type verre de spin et autres, ici il va y avoir un coefficient qui va dépendre de T et T', et si vous regardez ce coefficient, bon d'abord il y a eu beaucoup de travaux qui ont essayé de les calculer, qui sont parvenus dans certains modèles, et si vous regardez l'endroit où se trouve ce coefficient, donc ce coefficient qui montre la violation du théorème de fluctuation-dissipation, puisque le théorème de fluctuation-dissipation, ça serait que ce nombre vaille 1, eh bien, ça représente d'une certaine manière une température effective. Bon, ce qui n'est pas très très étonnant, disons de manière intuitive, de se dire vous avez changé la température du système de manière subite, mais le système à l'intérieur, il se refroidit petit à petit, et donc il y a une espèce de température effective qui arrive ici. Alors, dans quel cas on peut parler de température effective, dans quel cas on ne peut pas, c'est tout l'objet de ces études sur les verres. Donc, j'en dis pas plus, mais il y a cette idée de vieillissement. Et ce dont je vais parler un tout petit peu plus, c'est le problème de la réponse linéaire dans les régimes stationnaires hors d'équilibre. Donc, pour
les régimes stationnaires hors d'équilibre. Alors, un exemple, imaginons que je suis dans un régime stationnaire hors d'équilibre, donc j'ai un système en contact, par exemple, avec deux thermostats, mais maintenant T1 est très différent de T2. Bon, là, T1 ou bien T1 moins T2 n'est pas petit. Donc il va y avoir un certain courant. Et puis, je vais commencer à faire des changements sur cette température à gauche, par exemple. Donc, je vais dire, au cours du temps, je vais avoir une variation de température qui dépend du temps, qui est petite, mais qui est autour de cette température T1 qui est loin de T2. Et donc, ce qu'on a fait sur les systèmes proches de l'équilibre, a priori, ne s'applique pas. Alors, quand on essaye d'écrire la théorie de la réponse linéaire, pour résumer d'abord, eh bien, il apparaît un terme supplémentaire. Et là encore, il y a beaucoup de travaux récents qui essayent de l'écrire, ce terme supplémentaire. Et ce terme supplémentaire peut souvent s'écrire sous des formes différentes. Donc je ne vais pas vous mentionner toutes les formes, je vais juste vous indiquer quelle est son origine. Et donc il y a un terme supplémentaire dans le théorème de fluctuation-dissipation. Et ce terme supplémentaire, il peut s'écrire de plusieurs façons différentes. Et donc, si on prend des articles, des dizaines d'articles qui ont été écrits au cours des 15 dernières années, eh bien, dans beaucoup, ce terme est écrit sous des formes un peu différentes. Alors, je vais essayer de vous montrer la forme de ce terme dans deux contextes. Alors, le premier, c'est quelque chose que j'avais mentionné rapidement à la fin d'un cours il y a une ou deux séances, qui est une approche qui est due à Cugliandolo, Khurshad et Parisi. Qui date du milieu des années 90, je ne sais plus la date, peut-être 94 ou 95. Bon. Et donc, ils prennent un système qui évolue selon une dynamique de Langevin. Donc, ils disent, voilà, il y a une coordonnée, phi, qui va décrire mon système, qui évolue avec une certaine force, plus un bruit. Ça, c'est un bruit blanc. Et maintenant, ils vont... et donc, le bruit blanc, comme d'habitude, c'est... il a la propriété... Alors, je ne sais plus comment je l'ai normalisé. État de T prime, c'est égal à gamma delta de T moins T prime. Et donc, quelle va être la réponse du système? Donc, il y a deux façons de voir les choses. On peut dire que état, c'est un bruit, ou on pourrait dire que c'est aussi une petite force extérieure. Donc, si on s'intéresse à la réponse linéaire, alors, ça revient à dire que le état de T qui est là, c'est considéré comme une petite force extérieure. Eh bien, phi à l'instant T va être une dynamique s'il n'y avait pas le état, et puis à l'ordre linéaire, ça va être de moins l'infini à plus l'infini de un certain qui de T', dt', état de T', dt', ici c'est qui de T moins T'. On est dans un régime, imaginons qu'on est dans, on fait un peu
Je vais l'écrire comme ça. Donc, si on est dans un régime stationnaire, eh bien, il va y avoir une petite force, et cette petite force, à l'instant t', va influer de manière linéaire, avec un coefficient qui est écrit ici, sur la valeur à l'instant t. Donc ça, c'est ce coefficient. Non. Si on voit état de t comme un bruit, donc là c'est de voir état de t comme une petite force extérieure, et maintenant, si on le voit comme un bruit, alors ce qu'il regarde, c'est les corrélations. Et donc, si j'imagine la fonction de corrélation entre l'instant t et l'instant t', eh bien, ils vont essayer de relier ça au coefficient de réponse de la manière suivante. Ils prennent cette fonction de corrélation et ils la dérivent par rapport à t et par rapport à t'. D de phi de t', moins d sur dt' de phi de t de t'. Phi de t'. Donc, ils font cette différence. Et maintenant, d phi sur dt, eh bien, on utilise la dynamique. D phi sur dt', on utilise la dynamique. Donc, je vais écrire les 4 termes qui apparaissent. Il apparaît f de phi de t, phi de t', moins f, peut-être je vais l'écrire en longueur, ce sera plus facile de discuter les différents termes. Donc il va y avoir f de phi de t, phi de t', moins f de phi de t', phi de t, plus état de t, phi de t', moins phi de t, état de t'. Donc j'ai juste dit, voilà, si je dérive par rapport à phi, je remplace d phi sur dt par f de phi plus état. C'est rien de plus. Alors, si le temps t est plus grand que t', déjà, il y a forcément un terme qui doit s'en aller. Ce terme-là s'en va. Pourquoi? Parce que la valeur à l'instant t' antérieur ne sait rien du bruit qui va arriver à l'instant t. Donc ça, c'est juste une causalité. Bon. Le terme qui est là, bien, si je moyenne la réponse, donc voilà la forme de la réponse, eh bien, ce nombre-là va valoir moins gamma fois la réponse que j'ai écrite t moins t'. T moins t', parce que ici, je le fais dans un régime stationnaire. Donc, la façon dont ça dépend uniquement de la différence de temps. On pourrait ne pas supposer que ça dépend que juste de la différence de temps. Et donc, vous voyez que à gauche, si je suis dans un régime stationnaire, eh bien, ces deux termes, oula, j'ai oublié t', excusez-moi. Donc, si je suis dans un régime stationnaire, eh bien, phi de t, c'est une fonction de t moins t'. Donc, à gauche, c'est deux fois le même terme. Donc, j'ai deux fois d de c de t moins t' sur dt. Ces deux termes, ça c'est simplement parce que je suis dans un régime stationnaire. Et donc, vous voyez qu'on a une formule qui ressemble au théorème de fluctuation-dissipation. On a la dérivée de la fonction de corrélation, on a le coefficient de réponse, et puis il y a un terme supplémentaire qui est là. Et ce terme supplémentaire, bien sûr, il serait nul si le système était à l'équilibre. Si le système était à l'équilibre, toujours comme on l'a vu dans le cas, par exemple, des relations d'Onsager, s'il était à l'équilibre, que je mesure f de phi à l'instant t
Donc que T' soit plus petit que T ou que T soit plus petit que T', ça ne change rien. La seule chose qui va dépendre, c'est la différence de temps. Et comme le système est à l'équilibre, on peut renverser le temps. Donc si le système est à l'équilibre, eh bien ce terme disparaît. Mais si on est hors d'équilibre, dans le régime stationnaire, il est différent de 0. Donc ça, c'est une façon d'écrire ce terme supplémentaire. Une autre façon d'écrire, encore une fois, il y en a plusieurs, c'est de faire un lien avec l'entropie. Donc c'est une autre façon que je vais discuter. Donc c'est aussi des choses qui sont encore même plus anciennes, qui datent de travaux de Agarwal des années 72. Il y a des travaux de Anguy et Thomas qui datent des années 80. Et des choses plus récentes, c'est ce dont je me suis inspiré, c'est de Cypher et Speck, qui date de 2008 à peu près, ou j'ai vu un préprint, donc l'année n'est pas tout à fait précise. Bon, et l'idée est très simple. Donc là, je me place encore une fois dans un régime stationnaire, donc juste pour être concret, je reprends ce que je disais tout à l'heure. J'ai une certaine température avec un delta T1 qui va dépendre du temps. Puis de l'autre côté, il y a une température T2 qui n'est pas forcément proche de T1. La seule chose qui est petite, c'est les petites variations de la température à gauche, mais ça pourrait être une force qu'on applique sur le système, une petite force. Et donc, on s'attend à ce qu'il y ait une réponse du système. Si je mesure une quantité à l'instant t, eh bien, ça va être la valeur de cette quantité dans le régime stationnaire plus une réponse moins l'infini à t de un certain qui de t moins t' fois delta T1 de T' dt'. Donc c'est juste la réponse du système à cette petite force qui dépend du temps. Alors, on va procéder encore une fois comme on l'a fait jusqu'à présent, c'est-à-dire on recommence en disant on va prendre un delta T1 de T, on va se placer dans un cas particulier, mais ce cas particulier va permettre de voir ce qui se passe pour n'importe quelle différence de temps. Donc je vais prendre un cas particulier où ceci, ça vaut delta T1 pour T négatif et 0 pour T positif. Donc j'imagine que j'ai juste changé la température un petit peu à l'instant initial. Et alors, comme je connais le coefficient de réponse, enfin, je peux exprimer les choses en fonction du coefficient de réponse. Si je mesure une quantité à l'instant t, avec donc ce T1 plus delta T1 de t, avec un profil de température au cours du temps qui est de cette forme, eh bien, ça va, si je l'écris en termes du coefficient de réponse, ça va être A si j'avais rien fait, si la température n'avait pas bougé, donc ça serait dans un régime stationnaire, plus intégrale de T à l'infini de qui de T', dt', delta T. Puisque quand je suis à un certain instant T, eh bien, je me souviens juste que du fait qu'il y avait une différence de température à des temps qui sont plus éloignés que T.
Donc j'ai changé delta T1 en fonction du temps à cette forme. Et maintenant, je me place à un certain instant T. Donc il faut que j'intègre sur tous les temps qui sont plus anciens que ce temps T. Hein, donc ça, c'est le coefficient de réponse. Mais maintenant, si je procède comme précédemment, je vais me dire qu'est-ce que vaut A de t, donc ce même A de t, eh bien, c'est la somme sur toutes les configurations C et C' de la probabilité stationnaire que le système se trouve dans la configuration C' à l'instant 0, donc avec une température T1 plus delta T1, probabilité entre l'instant T et T' d'avoir été de C vers C'. Hein, donc là, à l'instant initial, à l'instant 0, j'avais une température T1 plus delta T1 depuis très très longtemps, donc j'étais dans ce régime stationnaire. J'ai sauté de la configuration C' à la configuration C pendant ce temps. Je vais mettre T, puisqu'il n'y a plus de T' ici. Voilà. Et puis là, je mesure l'observable C à cet instant. Et donc ça, c'est ce qu'on a utilisé à l'équilibre et tout ça. C'est que le système était à l'équilibre avec des paramètres modifiés, la température T1 plus T1. Maintenant, il est dans le régime stationnaire avec ces paramètres. Et puis après, il a sauté de la configuration C' à la configuration C pendant l'instant T. Et là, je mesure à l'instant T le système. Alors, si j'écris les choses sous cette forme, vous voyez que delta T1 est petit. Donc ça, je vais l'écrire stationnaire de C' à la température T1 plus delta T1 D de P stationnaire de C et de T1 sur dt1 fois delta T1. Donc vous voyez que le premier terme va me donner que A de T avec la température T1 plus delta T1 de T, c'est égal à A dans le régime stationnaire avec la température T1. Et puis le deuxième terme, il va me donner que c'est delta T1 intégrale, delta T1. Et puis maintenant, il va y avoir une espèce de valeur moyenne de A de C. Et puis là, dp stationnaire sur dt1 de C'. Donc ça, c'est A de C à l'instant T, de C' à l'instant 0. Donc, une autre façon de le faire, c'est B à l'instant 0, B à l'instant 0 de C', si vous voulez. Et B à l'instant 0, c'est juste dp stationnaire de C sur dt1 divisé par dt1. Donc on tombe sur quelque chose qui est comme le théorème de fluctuation-dissipation, mais au lieu d'avoir ici une quantité B qu'on pouvait interpréter facilement, maintenant il faut simplement que le B soit la dérivée de la mesure stationnaire par rapport à T1. Et donc ça, c'est une autre façon d'y penser. Et quand je dis ça, j'ai oublié un petit terme, divisé par 1 sur P stationnaire de C et de T. Bon. Donc, alors pourquoi ça? Eh bien, parce que là, je peux multiplier par P stationnaire de C et de T1, en haut et en bas. Et donc, si j'ai envie d'interpréter comme la corrélation entre ce qui se passe à l'instant 0 et ce qui se passe à l'instant t, eh bien, il faut que je considère que la configuration initiale était dans le régime stationnaire et la quantité qui joue ce rôle de B devient maintenant la dérivée de
ce P stationnaire divisé par P stationnaire, c'est-à-dire cette chose-là, c'est simplement le changement d'entropie de la configuration. Donc si une façon d'interpréter ce terme, c'est de dire que pour chaque configuration, on introduit une entropie qui dépend de la configuration, qui est moins kT, ou moins k, logarithme de la probabilité dans le régime stationnaire de la configuration à la température T1. Et maintenant, donc ça c'est juste dans la thermodynamique stochastique, les gens associent une entropie à chaque configuration de cette manière. Et donc, une façon de penser le terme qui apparaît là-bas, c'est de dire si je regarde ds sur dt1, eh bien ça va être moins k, d de p stationnaire de c par rapport à t1 divisé par dt1. Donc c'est la façon dont l'entropie des configurations, l'entropie de la thermodynamique stochastique des configurations a changé quand j'ai fait un petit changement de température. Et dans le théorème de fluctuation-dissipation, eh bien, c'est le B0 qu'il faut mettre, c'est celui-là, le coefficient de réponse qui est là-haut, c'est la même chose que cette fonction de corrélation. Bon, alors, peut-être des gens comme Christian Mess, qu'on a vu donner un séminaire l'autre jour, ils interprètent ce terme supplémentaire comme de la frénésie. Donc je fais une remarque. La frénésie. Alors, ce calcul, hein, je n'ai peut-être pas rendu aussi transparent que j'aurais aimé, disons, une chose qu'on peut voir, c'est que parfois on peut perturber un système sans du tout changer son état stationnaire, auquel cas le coefficient de réponse vaudra 0. Donc on peut imaginer des perturbations qui n'ont aucun effet sur le régime stationnaire. Alors imaginons la situation suivante. On a vu qu'un système hors d'équilibre, on pouvait le modéliser par un processus de Markov. Donc, imaginons qu'on ait M à l'instant T, qui me dit avec quelle probabilité je saute d'une configuration vers une autre. Et imaginons que ce M, il vaille une certaine valeur M de CC' fois une petite perturbation, epsilon T. Alors je le mets dans l'exponentielle volontairement. Donc je mets une petite perturbation qui dépend des deux configurations. Alors maintenant, prenons un exemple. Que M vérifie le bilan détaillé. Ça va décrire une dynamique d'équilibre. Et la deuxième chose que je suppose, c'est n de C' égale n de C'. C'est-à-dire, c'est une fonction symétrique de deux configurations. Donc, j'ai une certaine évolution. Manifestement, j'ai modifié la dynamique, puisque j'ai changé cette dynamique avec ce terme, et maintenant, j'ai mis quelque chose de symétrique. Si le système vérifie le bilan détaillé, que ce soit avec MT ou avec M, la mesure stationnaire sera exactement la même. Donc de rajouter ce epsilon-là, ça ne change absolument pas le régime stationnaire. Si ça ne change pas le régime stationnaire, ici, dans un cas comme ça, au lieu d'avoir mis P stationnaire à T1 plus delta T1, j'aurais pu mettre P stationnaire à T1, simplement, puisque la perturbation n'a rien changé. Donc, si je fais ce genre de perturbation, eh bien, quand le système est à l'équilibre, ça ne va avoir aucun effet, il n'y aura aucune réponse. Donc, il y a un certain nombre de perturbations qui vont avoir aucune réponse. Donc, ça, c'est l'argument de Mess, de dire, si on fait une perturbation symétrique, eh bien, ça n'a aucun effet quand le système est à l'équilibre. Par contre,
s'il est hors d'équilibre, s'il ne vérifie pas le bilan détaillé, eh bien, même une perturbation symétrique va avoir un effet. Et Christian Mess et ses collaborateurs disent ça, c'est la frénésie. Pourquoi? Parce que de modifier ce epsilon-là, c'est de rendre la dynamique plus rapide entre les deux configurations C et C'. Supposons que epsilon soit positif, ça veut dire que les échanges, le système va bouger de plus en plus, fluctuer de plus en plus entre epsilon et epsilon'. Bien, il dit si le système est à l'équilibre, il n'y a aucune contribution. Si le système est hors d'équilibre, eh bien, cette agitation supplémentaire, qu'il appelle la frénésie, va contribuer à la théorie de la réponse linéaire. Bon, donc ça, c'est juste pour vous faire un peu sentir ces questions. Et donc, ça termine ce que je voulais dire sur le théorème de fluctuation-dissipation. Et donc, le prochain chapitre que je vais aborder la prochaine fois, je vais commencer par ça la prochaine fois, c'est celui des grandes déviations. Alors, quand on parle de fluctuation, eh bien, les exemples que l'on a pris, c'est de dire, prenons un gaz ou un fluide et regardons le nombre de particules qui se trouvent dans un sous-volume. Et ce que l'on avait vu, c'est que ce nombre de particules va fluctuer, il y a un coefficient, il y avait de la compressibilité, etc., et va fluctuer proportionnellement à ce volume. Quand on a regardé des systèmes hors d'équilibre, mettons, si on met entre deux températures T1 et T2, et que Q, c'est l'énergie qui a été transférée pendant le temps T, eh bien, on a vu que le courant moyen, il est proportionnel à T, et puis la variance du courant, en fait, elle est proportionnelle au courant lui-même, comme on l'a vu, et elle est aussi proportionnelle à T. C'est-à-dire que si je regarde Q typique, ça va être égal à Q moyen, plus ou moins quelque chose en racine de T. Donc ça, c'est des fluctuations. Donc les fluctuations sont à racine de T, là où le nombre de particules, il vaut le nombre moyen de particules, plus ou moins des fluctuations qui sont de l'ordre racine de V. Alors quand on se pose les questions de grande déviation, on va se poser la question de savoir est-ce que le nombre de particules peut dévier du nombre moyen par quelque chose qui est d'ordre V, plutôt que d'ordre racine de V. Donc, quelle est la probabilité que le nombre de particules divisé par V prenne une valeur R, et R, ce n'est pas égal à la densité moyenne, disons si la densité moyenne valait ρ, donc la probabilité que n de V prenne une valeur de R quelconque, et en général, ceci va être de la forme e puissance moins V fois A de R. Et A de R, c'est ce qu'on appelle la fonction de grande déviation. De la même façon, ici, on peut se poser la question, quelle est la probabilité que le courant divisé par T prenne une valeur J, et cette valeur J, ça va être e puissance T, une certaine fonction de J, et f de J va être une fonction de grande déviation. Alors, ce que je vais faire la prochaine fois, je vais terminer maintenant, c'est qu'on va d'abord voir comment ces fonctions de grande déviation apparaissent dans un certain nombre de contextes. Par exemple, le A de R ici, bon, on peut se dire que c'est des événements très rares, mais en fait, le A de R ici, ça n'est rien d'autre que l'énergie libre du système à une certaine densité. Donc on va relier ce A de R à une énergie libre, et tout ça, ça va nous amener au théorème de fluctuation qui a été découvert il y a une vingtaine d'années, qui nous dit des choses sur la fonction de grande déviation du courant et qui permet de retrouver de manière très simple les relations d'Onsager, les relations entre fluctuation de courant
et réponse à une petite différence de potentiel. Donc tout ça va apparaître de manière plus simple que ce que j'ai montré aujourd'hui dans le langage des grandes déviations. Donc je m'arrête là, je vous remercie.